tous, bienvenue dans Ambition, votre magazine économique. Aujourd'hui, je suis dans les laboratoires Provendy à Bois-en-Chablais. Ici, on fabrique du savon. Forcément, mesures d'hygiène obligent. Nous allons rencontrer dans une minute le directeur général Xavier Thierry. A tout de suite. Et dans les années 50, sur les rives du lac Léman, le laboratoire Provendy est devenu célèbre grâce à une idée toute simple, disposer d'un savon toujours sec à portée de main. Porte-savon mural et savon rotatif ont ainsi équipé des milliers de collectivités et d'entreprises. Devenu par la suite leader français du savon liquide de Marseille, le laboratoire Provendy revendique son double statut de PME artisanale et de laboratoire innovant, vigilant au respect des exigences réglementaires et environnementales actuelles. Et c'est dans ces cuves traditionnelles que l'eau naturelle se mélange aux huiles et ingrédients végétaux sous l'expertise des maîtres savonniers. L'entreprise emploie 45 salariés et produit chaque mois 900 tonnes de savon liquide, dont 35% sont destinés à l'exportation. Je suis avec Xavier Thierry, directeur général du laboratoire Provendy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier fabricant français du savon liquide de Marseille. Comment est-ce qu'on peut fabriquer un savon liquide de Marseille en Haute-Savoie? C'est l'histoire qui nous a conduits en Haute-Savoie, puisque l'histoire de la société est liée à un produit iconique en France, qui est le savon jaune rotatif accroché dans toutes les écoles de France et de Navarre pendant des décennies. Ce savon en fait est né en Suisse dans les années 40, puis l'entreprise s'est réellement développée en s'installant à Évian en 1950. Puis progressivement Thonon-les-Bains et depuis maintenant 25 ans, Bois-en-Chablais. C'est aussi le résultat d'une industrie qui, après la Seconde Guerre mondiale, a périclité en fait, le savon, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale ont été introduits sur le marché des produits chimiques sulfatés, que les grands chimistes comme Colgate, entre autres, les Américains plus particulièrement, ont diffusé, sont devenus très célèbres, très peu chers à fabriquer, et dans une industrie de la consommation qui cherchait des prix bas. À cette époque-là, le savon coûtait très cher à produire, et l'industrie mondiale a vraiment périclité. Seuls quelques survivants, en France en tout cas, on est 4 survivants, pour être très précis. Nous-mêmes, puisque l'on fabriquait ce savon jaune pour le ministère de l'Éducation nationale, ce qui a duré jusque dans les années 90. Un confrère à Nantes, qui aussi a réussi à survivre en travaillant en particulier avec la GMS, et puis 2 petits acteurs dans le sud de la France qui, pour des raisons de bonne gestion ou d'un client très fidèle, ont pu perpétuer leur savoir-faire. Tous les autres ont disparu. L'industrie du savon liquide est beaucoup plus récente en fait, puisque c'est aujourd'hui notre spécialité. Et elle est née dans la foulée des années 90, lorsque le savon jaune, qui était le seul produit fabriqué par Provendy, il faut en être conscient, c'est ce qui faisait tourner toute l'activité de l'usine, a été substitué par un savon liquide qui a pris beaucoup d'ampleur et a eu beaucoup de succès dans le marché de la consommation en France et dans le monde aujourd'hui. Alors, ça veut dire quoi, savon de Marseille? Alors le savon de Marseille, c'est un procédé. C'est un procédé avec 2-3 paramètres très simples de base, qui sont l'utilisation d'huile végétale, et une saponification au chaudron par un maître artisan savonnier. Vous utilisez majoritairement des matières premières naturelles. Pour vous, c'est une nécessité pour rester leader sur le marché? C'est un choix éthique? C'est d'abord un choix stratégique, c'est ensuite un choix éthique. C'est un choix stratégique parce que dans mes carrières passées, j'ai eu plusieurs vies professionnelles sur plusieurs continents et j'avais dans l'univers des cosmétiques, de la pharmacie. Et j'avais noté le fait que des consommateurs asiatiques ou américains ou sud-américains ne faisaient plus confiance qu'à des produits faits en Europe ou faits en France. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on a une réglementation en Europe qui est extrêmement stricte, qui a une vraie demande en plus des consommateurs européens pour des produits naturels. Vous allez en Chine, c'est juste un aparté, mais les laits en poudre pour bébé, le consommateur chinois n'a plus confiance dans son industrie et préfère acheter un produit qui est made in Europe, certifié éventuellement en Europe. Il en va de même dans la cosmétique ou dans la détergence d'ailleurs, et c'est la raison pour laquelle les savons ont une progression assez significative sur les marchés export, parce qu'il y a une réelle demande, parce que l'Europe est garante d'un environnement sain, de process écologiques et d'une réglementation extrêmement stricte sur les produits bio et naturels.
Quels sont les pays où vous exportez le plus, où votre savon a le plus de succès? Alors, principalement les pays développés, parce qu'il faut un terreau de consommateurs éduqués. Il faut que le consommateur américain ou le consommateur japonais comprenne la différence entre un produit naturel et un produit issu de la pétrochimie. Mon premier pays d'exportation, mon premier client est américain, par exemple. Mais mon deuxième pays d'exportation est la Corée du Sud, qui est un grand marché de la cosmétique naturelle en Asie. Quel est votre type de clientèle? Parce que vous n'avez pas votre propre marque, hein, je le rappelle, vous distribuez à des revendeurs finalement. Comment est-ce que ça fonctionne? Nos clients sont principalement des marques. Ils peuvent être aussi des façonniers cosmétiques qui utilisent notre matière première pour fabriquer des produits différents. Mais nos principaux clients sont des marques cosmétiques, marginalement des marques de détergence, puisque, je fais juste une petite parenthèse, on a eu une croissance assez importante ces dernières années avec le savon noir de grand-mère, le savon noir à l'huile d'olive ou le savon noir à l'huile de lin, que vous pouvez trouver dans tous les grands points de vente de bricolage et de jardinerie. Ça, c'est un produit 100% naturel qui nettoie du sol au plafond, le plus efficace des détergents naturels. Et on a eu une grosse croissance. La détergence représente à peu près 10% de mon chiffre d'affaires, 90% c'est de la cosmétique. On est présent dans tous les canaux de distribution, la pharmacie, la GMS, le bio, la VPC, l'Internet. On a même des quasi-monopoles dans certains canaux de distribution, où on travaille quasiment pour toutes les marques. Mais alors, vos clients, par rapport à eux, vous êtes force de proposition, vous avez un cahier des charges bien précis à respecter? Aujourd'hui, c'est très vrai dans l'agroalimentaire, dans la pharmacie, dans la cosmétique. Vous avez, depuis maintenant 20-25 ans, une dichotomie entre les marques qui se concentrent sur le commercial marketing et la production industrielle, pour des raisons à la fois économiques, environnementales, etc. Aujourd'hui, avoir une entreprise industrielle comme Provendi nécessite des investissements relativement lourds. Donc les marques aujourd'hui ne se concentrent vraiment que sur le marketing et le commercial. Et de ce fait, nous délèguent, y compris la formulation R&D, la fabrication évidemment de ce qu'on appelle le jus, c'est-à-dire le liquide, mais aussi les achats de contenants et la production du produit fini. Aujourd'hui, on fait pour 90% de nos clients le produit de A à Z. On va revenir sur vos savons jaunes. Ces savons jaunes qui est votre ADN hein, finalement, vous les vendez encore? Alors, ça se vend de plus en plus, pour être franc. Même si ça reste très marginal aujourd'hui dans notre chiffre d'affaires, c'est l'histoire de la société. Bien que le ministère de l'Éducation nationale ait, dans les années 90, décidé de s'orienter vers des produits plus économiques qui sont des crèmes lavantes ou des pousse-mousses chimiques, je ne peux pas leur en vouloir, ça coûte moins cher. Notre produit a finalement est rentré dans les foyers. Voilà. D'un produit de collectivité, c'est devenu un produit de décoration intérieure. Et on observe depuis le début des années 2000 une croissance annuelle ininterrompue. Ça représente combien de savons par an? Ça représente à peu près 10 000 savons par an. On va parler justement de votre développement, de vos projets dans les mois, les années à venir. Vous en avez? Oui, et des projets, on n'a pas assez de place, donc il faut qu'on s'agrandisse. On a une demande croissante, on a une forte poussée sur l'export en fait. On souhaite aussi peut-être s'intégrer plus verticalement dans la maîtrise du raffinage des huiles végétales. C'est-à-dire? Nous, on achète des huiles végétales pour faire notre savon en très très grande quantité et beaucoup d'huiles sont bio, certifiées bio. C'est très compliqué de trouver des fournisseurs ou en tout cas d'avoir les certificats des attestations nécessaires. Donc le meilleur moyen pour nous d'assurer un approvisionnement régulier, c'est de contrôler ce raffinage des huiles végétales. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Xavier Thierry d'avoir répondu à mes questions. C'était avec plaisir. Et puis à bientôt. À très bientôt. TQS, autrement dit Tri-Qualité Service, est une entreprise qui se base à Marigné. Le concept est simple, les clients leur apportent leurs pièces par milliers et ils se chargent de les trier. Face à une pénurie de recrutement, la direction a décidé de former ses employés en interne. Reportage. Chaque jour, ce sont plus d'1 million de pièces qui sont triées.
La clientèle étant de plus en plus exigeante, les compétences des employés doivent être de plus en plus importantes. On fait face à un gros problème dans la vallée de l'Arve au niveau du recrutement. On est en manque de candidats potentiels et de candidats techniques, on va dire, avec une formation. Face à une pénurie sévère de candidats, l'entreprise a trouvé une solution. Former ses employés en interne. On a fait des recrutements efficaces sur des gens qui sont venus dans l'idée de se former, dans l'idée d'avoir un accompagnement et d'avoir un parcours qui sera possible de valoriser à l'avenir dans leur vie professionnelle, chez nous ou ailleurs. La formation est ouverte à tous et pour le moment, ils sont une dizaine à avoir bénéficié de cette académie. C'est le cas de Dragan Banjas qui apprend en ce moment le réglage des machines. C'est un boulot que je ne connaissais pas. Je suis bien content d'être là. Et ce qui est bien dans cette entreprise, c'est qu'on nous donne la chance en fait, d'être formés. Et c'est ça qui est génial. Voilà, on a des modules et tout dépend de nos compétences. Ben, on est ou régleur niveau 1, niveau 2, niveau 3. Voilà. Moi, en ce moment, régleur niveau 2. Enfin, je vais pour être régleur niveau 2. Avant de devenir officiellement régleur, Dragan Banjas devra suivre des semaines de formation enseignées par un ingénieur. Il fera partie des employés certifiés par la TQS Academy, un modèle qu'aimerait appliquer la direction à ses différentes usines françaises et suisses. Place à la Minute Actu, on s'intéresse au village by Crédit Agricole, qui est une pépinière de start-up qui fleurit dans toute la France. Le Crédit Agricole soutient des projets à fort potentiel. C'est le cas à Savoie Technolac, où les entités travaillent main dans la main pour dénicher les talents de demain. Reportage. La banque, le Crédit Agricole des Savoies, ouvre les portes de son village dès septembre. L'emplacement est choisi, ce sera au cœur du centre de vie de Savoie Technolac. L'objectif est simple, aider les jeunes entreprises innovantes à évoluer et à se concrétiser. Nous allons rechercher des sociétés, des startups dans un peu tous les domaines d'activité, dans le digital, dans le big data, éventuellement dans l'impression 3D, dans la sécurité, dans des domaines assez variés pour en fait apporter aussi aux partenaires une vision d'ensemble dans des domaines qui peuvent être aussi connexes à leurs activités. Parce qu'on croit beaucoup à la création de valeur par des rencontres aussi impromptues avec des startups dans différents domaines d'activité. Au cœur de l'incubateur Savoie Technolac et depuis 2009, ce sont plus de 200 entrepreneurs qui ont été accompagnés. Chaque année, environ 25 nouvelles startups voient le jour. La création d'entreprises au sens large est vraiment un vecteur de création de valeur et d'emploi sur le territoire très très fort. La France est devenue un pays d'entrepreneurs. Les pays de Savoie, la Savoie est un pays d'entrepreneurs, et notamment avec les nouvelles générations, les jeunes qui créent leurs start-up. Et on se doit de réinventer les dispositifs d'accompagnement. C'est dans ce sens qu'on a mis en œuvre avec le Crédit Agricole des Savoies cette notion de complémentarité entre un incubateur et un accélérateur au service des entreprises et au service du territoire en termes de développement économique. La banque va procéder à une première sélection début juillet. Un comité de sélection examinera les candidatures dès septembre. Les startups sélectionnées intégreront alors le village by CA pour 12 à 24 mois. Je me trouve dans la salle de conditionnement. Les produits que vous voyez derrière moi sont mis en bouteille, mis en carton et exportés aux États-Unis. Et puis, c'est la fin de votre magazine économique. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Ambition. À bientôt.